Au Moyen Âge, l'Europe redécouvre le commerce. Mais l'or et l'argent manquent. Alors, les banquiers italiens innovent. Ils inventent un outil redoutable, la monnaie scripturale, celle qui n'existe que dans un registre, plus légère, plus souple et plus dangereuse. Cette révolution bancaire transforme l'économie, mais ouvre aussi la porte aux premières crises systémiques. Dans un monde sans informatique, des Florentins manipulent déjà des masses d'argent invisibles. Simon Wappler nous guide dans cette transition décisive vers la monnaie de confiance, la fiat monnaie, sans métal, sans limite tangible. Bonjour, donc nous voilà dans un nouvel épisode de notre histoire de la monnaie, de Sumer au Bitcoin. On va atterrir au début du XVIIIe siècle. On a vu que jusqu'à présent, il y avait de la monnaie métallique, or ou argent, du crédit, et que le système se débrouillait comme ça, et que les gens se débrouillaient donc pour échanger quelque chose contre autre chose, soit en passant par le crédit, enregistré par quelqu'un, une autorité supérieure, soit par la monnaie métallique, or et argent. Et puis, on a vu aussi une constante qui se dégage dans l'histoire, c'est que les États ont toujours des gros besoins de financement, et que quand ils ont vraiment des gros besoins d'argent et qu'ils ne peuvent pas trop pressurer le contribuable, eh bien ils se débrouillent pour tricher sur la monnaie. Mais ils trichent avec de la monnaie métallique. Alors, avec l'histoire de John Law, qui est un petit peu compliquée, donc on va prendre notre temps, on arrive dans la première expérience moderne de banque centrale et même de quantitative easing et de monnaie non métallique. Alors, comme d'habitude, ça va être un désastre financier, et comme d'habitude, tout part de l'État. Premier point de départ, la France est surendettée, Louis XIV est mort, Louis XIV a fait beaucoup de guerres, il a construit Versailles, etc. Bref, je ne vous fais pas un dessin. La France est surendettée, les cassettes royales sont vides. Quand je dis surendettée vide, les intérêts annuels de la dette, c'était 165 millions de livres de l'époque, et les recettes fiscales, c'était 69 millions de livres. Donc ça devenait compliqué, et dirige la France, à ce moment-là, le régent, Philippe d'Orléans. Problème de tout pouvoir en difficulté, comment est-ce que je peux avoir de l'argent contre rien? Et c'est là qu'arrive le héros, le sauveur, John Law. Alors John Law, c'est un Écossais, c'est le fils d'un orfèvre d'ailleurs, et lui, il va inventer la méthode moderne de tricherie sur la monnaie, il va inventer la banque centrale, il va recourir à la création monétaire, il va recourir à l'assouplissement quantitatif pour éliminer la dette de la France, et même, il va inventer des produits dérivés. Et alors tout ça, donc dans son petit crâne, et tout ça au début du XVIIIe siècle. C'est vraiment extraordinaire. C'est un spéculateur heureux, c'est probablement un génie des probabilités, c'est quelqu'un qui a commencé à gagner beaucoup d'argent au jeu. C'est peut-être probablement aussi le premier keynésien et monétariste. Il est convaincu que plus il y a de monnaie, mieux c'est pour le commerce. Alors ça, c'est une théorie complètement moderne, même si le temps moderne, ça commence au XVIIIe siècle, ici, dans notre histoire de la monnaie. C'est toujours cette idée que plus il y a de monnaie, plus il y a de richesse. Or, on a vu qu'un des grands principes, c'est qu'on échange quelque chose contre autre chose, la quantité de monnaie n'a rien à voir là-dedans. La monnaie, en fait, c'est quelque chose d'utilitaire, c'est un véhicule, c'est un moyen de transport à un moment donné. C'est comme si vous disiez, si je fabrique beaucoup plus d'emballages, il y aura beaucoup plus de commerce. Ça n'a rien à voir, c'est pas parce que vous fabriquez des emballages qu'il y aura plus de commerce. Bref. Selon la doctrine de Law, donc, plus on met de monnaie dans l'économie et dans les échanges, mieux ça va, et il a l'idée d'une banque, et
pour contourner le problème de l'or et de l'argent, il pense qu'il faut généraliser la monnaie papier, les billets, que s'échangeaient d'ailleurs des orfèvres ou des gens. C'est-à-dire qu'autrefois, si je ne voulais pas avoir à déplacer un gros stock d'argent physique ou d'or, eh bien, si j'étais quelqu'un de reconnu sur la place financière, je faisais un billet, on savait que j'avais la réserve, j'envoyais le billet et on mobilisait la réserve chez un de mes partenaires par ailleurs, ça marchait comme ça depuis la nuit des temps. Alors, l'eau, il dit, il faut remplacer l'or et l'argent, il faut s'en débarrasser, il faut le remplacer par de la monnaie papier, il faut créer une banque, je m'occupe de tout ça, et il propose son système bien à plusieurs endroits, mais personne ne veut du truc. Alors, en Angleterre, il parle de son système, hein, et c'est très important, il parlait de système. Aujourd'hui aussi, on parle de système, d'ailleurs, comme vous écoutez. Donc, en 1704, il propose son système en Angleterre, il se fait jeter. En Écosse, il propose son système en 1705, il se fait jeter. Et puis, il va le proposer en Savoie, au duc de Savoie, qui à l'époque est un État indépendant et souverain. Là aussi, en 1710, il se fait jeter. Et le voilà en France, et le voilà face au régent et à ses problèmes d'argent. Donc, avec le régent, il a une oreille attentive. Et en 1716, donc, se monte la première banque générale, la Banque de l'eau, et au capital, il y a lui et le régent, Philippe d'Orléans. C'est un édit royal donc, qui autorise la création de la Banque Générale. Elle a un petit capital, mais finalement la signature du régent donne confiance. Et que fait cette banque? Eh bien, elle prend de l'or en dépôt, que les gens viennent apporter, et en échange, elle donne des billets de papier, de la monnaie. Avec une garantie, ces billets, on peut les échanger quand on veut, contre de l'or ou de l'argent. Il faut voir que ce sont des billets, comme vous voyez sur le petit schéma, de 60 livres à 6000 livres. Alors ça ne vous parle pas beaucoup, mais c'est des grosses coupures, les 60 000 à 6000 livres. Hein, par exemple, pour fixer les ordres de grandeur, 60 livres, c'est le salaire mensuel d'un ouvrier. Un cuisinier gagnait 80 livres par mois et un capitaine, hein, c'est-à-dire un petit officier de l'armée, il gagnait 200 livres par mois. Donc on est dans des grosses coupures, donc on intéresse un public aisé. Mais un public aisé qui a un moyen en fait d'abriter son or et de recevoir en échange une reconnaissance de dette, du papier, avec la garantie de pouvoir refaire la transaction inverse. Alors, en fait, donc là, vous voyez, vous reconnaissez dans ce petit schéma, John Law crée la première monnaie fiduciaire, la confiance est là, et les billets commencent à circuler. Et alors, il va y avoir une consécration, donc les billets circulent, les billets se diffusent dans ce public aisé, et puis il va y avoir une consécration totale et absolue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va décréter que ces billets, avec ces billets, on peut payer des impôts. Donc on leur donne un statut de monnaie d'État. Vous imaginez que Platon frétille d'aise dans sa tombe, puisque enfin, son idée de monnaie convention sociale se concrétise pleinement. Alors, jusque-là, on n'en est qu'à la monnaie fiduciaire. On a éliminé dans une certaine couche de la population de l'or et de l'argent de la circulation. Et on commence à faire circuler de la monnaie papier. Ensuite, on va passer à une deuxième étape de ce montage de John Law, du système de John Law, qui va être la création de la Compagnie du Mississippi. Alors, c'est la Compagnie du Mississippi et dont l'objet est de mettre en valeur les terres de la Louisiane. Et là, on va attaquer une deuxième étape de cette aventure extraordinaire. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et que vous voulez comprendre pourquoi notre système monétaire vacille aujourd'hui, téléchargez gratuitement notre livre sur l'histoire de la monnaie, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce livre, vous découvrirez pourquoi la monnaie n'a jamais été neutre, et la raison pour laquelle
elle est au cœur de chaque effondrement. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne où vous pourrez retrouver la totalité des épisodes de cette série. Merci et à bientôt!